En direct de Marseille pour le Forum Zéro Carbone, en direct de la Tour La Marseillaise. Alors on en a parlé finalement depuis ce matin, c'était un peu un fil rouge. Marseille en grand, le laboratoire dans le laboratoire, c'est le thème de notre table ronde avec le préfet Laurent Carrier. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour madame. Préfet à l'égalité des chances et en charge du plan Marseille en grand. Exactement, les deux qui sont très compatibles et très complémentaires. On va en parler tout à l'heure. À mes côtés, Vincent Borel, vous êtes le directeur délégué Sud-Est pour Suez. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Et toutes, absolument. Cédric Boissier, vous êtes le directeur régional pour Enedis en Provence-Alpes du Sud. Bonjour à tous et à toutes. À vos côtés, Lionel Séropian. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Directeur régional pour le Sud et l'Occitanie chez Nexity. Et enfin, Charles Ludredet, vous êtes directeur régional adjoint de la Banque des Territoires pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour, et le dernier homme à cette table. Merci pour la petite précision. Je compte pour du beurre, donc. Comme intervenant. Alors, le Marseille en grand, c'est vrai que ça a été un fil rouge depuis ce matin. On en a parlé en termes de mobilité, en termes d'attractivité, en termes d'investissement également. Monsieur le préfet, peut-être replacer un petit peu le cadre du plan Marseille en grand et surtout, quelle est sa philosophie ? Alors oui, merci. Effectivement, le président de la République est venu sur Marseille, vous le savez, il y a maintenant presque 15 mois, un peu plus même, quelques 13-14 mois, pour annoncer le plan Marseille en grand. Et souvent, je le dis, le plan Marseille en grand, c'est un plan qui vise à transformer la ville en profondeur. C'est pas un plan de rattrapage, j'aime pas cette expression, parce qu'on a l'impression que Marseille est en retard par rapport aux autres. Il y a une vraie dynamique sur la ville et une attractivité qu'il faut renforcer. Et donc, le président, dans le plan, a souhaité que l'on travaille d'abord sur tous les aspects de la vie quotidienne. Il faut transformer la vie quotidienne des Marseillais, que ce soit sur les écoles, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur le logement, la santé, la sécurité. Mais il veut également, au travers de ce plan, il a voulu que l'on lance des projets très, très attractifs et qui vont conforter le rayonnement national, européen et international de Marseille. C'est le cas notamment avec le projet Odysseo, qui sera une vitrine de la transition écologique, hein, donc un grand projet présidentiel. Et c'est le cas également avec le volet cinéma, puisque le plan vise à conforter Marseille dans son statut de capitale nationale européenne du cinéma. Voilà. Donc on est sur ces points-là. Ce qui change dans la philosophie d'envoyer on travaille bien sur la vie quotidienne et on contribue à renforcer le rayonnement et l'attractivité de la ville. Dans la méthode, ce qui est très nouveau, c'est qu'on a un État partenaire, c'est-à-dire qu'on travaille avec toutes les collectivités locales, régions, départements, métropoles, villes de Marseille évidemment. On travaille avec le monde économique, on travaille avec le monde associatif. Voilà, tout le monde suit. Hein, moi, je suis très heureux de voir que il y a une vraie dynamique autour du plan, autour du projet. Et surtout, on est à la fois, on n'est pas que donneur d'ordre, on est aussi, on n'est pas qu'arbitre, on n'est pas que donneur d'ordre, on est aussi joueur, puisque on est dans toutes les structures. Par exemple, dans les écoles, on est co-actionnaire de la société qui va construire les écoles sur Marseille. Dans les transports, on est membre du groupement d'intérêt public qui suit les transports sur Marseille. Voilà, on est sur la métropole, on est vraiment à la fois acteur, joueur, coordonnateur. Voilà, on est un État partenaire qui s'implique beaucoup. Et puis, dernier point important dans la philosophie, c'est du vrai argent, pour le coup. On a vraiment 5 milliards qui sont apportés par l'État. C'est quand même assez unique, il faut le signaler. Quand on cumule toutes les aides du plan Marseille en grand, c'est 5 milliards qui ont été budgétés, votés, disponibles, qui vont être injectés sur Marseille et dans l'économie marseillaise. Donc voilà un peu la philosophie. Donc une dynamique, 15 ans après, 15 mois après, qu'il ne faut pas faire retomber. 15 ans, je voyais, j'anticipe sur la question qui va venir plus tard. 15 mois une dynamique qu'il faut continuer à accompagner. Et moi, je me félicite de l'accompagnement de tous les milieux économiques, politiques, associatifs autour du plan. C'est vrai qu'il y a eu un effet attractivité autour du plan. C'est ce que le président de la République lui-même a appelé les chicayas. C'est vrai que ça s'est un petit peu arrêté le temps, en tout cas, que certaines choses se mettent en place. Je retiens quand même que ce que vous avez dit dans votre première phrase, le territoire n'est pas en retard. Effectivement, et du coup, je me tourne vers Cédric Boissier. Le plan, c'est bien, mais vous étiez déjà là depuis longtemps. Très longtemps. Mais surtout, c'est que finalement, ici, vous menez aussi des actions qui sont à la fois innovantes et originales. Notamment, vous êtes présent à la CISAM, qui est le centre du savoir avec Aix-Marseille Université, entre autres. Pourquoi avoir choisi, par exemple, de travailler sur l'IA? C'est des sujets où finalement, on se dit pourquoi une direction régionale s'intéresse à ces sujets?
Oui, alors effectivement, je pense que quand on parle du projet Marseille en grand, il y a le projet en tant que tel, qui est un formidable accélérateur de la transformation. Il y a ce qu'il y avait avant, et c'est ce qu'il y aura après, l'héritage. Donc, puisqu'on me posait la question finalement de ce qu'il y avait avant, quelles sont les bases sur lesquelles... Oui, parce qu'on ne part pas de zéro finalement. On ne part pas de zéro. Et je pense qu'il y a, concernant Enedis, il y a effectivement deux objets qui sont fondamentaux. Vous l'avez évoqué, il y a la question de l'intelligence artificielle et de la relation qu'on a avec la CISAM. Alors, pourquoi on se met là? On est une des seules directions régionales d'Enedis à avoir un laboratoire d'intelligence artificielle en région. Et pourquoi on l'a mis là? Parce qu'il y a un écosystème très favorable sur ce sujet-là. On travaille avec Aix-Marseille Université, il y a énormément d'intelligence, donc on a le laboratoire à la CISAM, on a des thésards, on a une chaire d'intelligence artificielle et qui vise à développer des objets qui sont propres à Enedis pour l'interne, mais qui vise aussi à développer des services propres au territoire. Plus emblématique, c'est qu'on a un projet, donc une chaire qui s'appelle Massalia, qui vise à réfléchir, on parlait beaucoup du transport, monsieur le préfet, à ce que seront les infrastructures de mobilité électrique dans la durée sur la métropole, sur Marseille et la métropole. On va installer des bornes, etc. On va développer des objets. Il faut qu'ils soient mis aux bons endroits, dans le bon timing. Et donc, on travaille avec les thésards, avec les chercheurs sur le sujet, ici à Marseille. Si j'ai encore 30 secondes quand même pour expliquer un autre sujet qui est très important et qui est aussi un fondement, je pense, du projet, c'est qu'on a Enedis, depuis 2015, a fortement augmenté ses investissements sur la ville. La situation de départ, il faut se le dire, n'était pas géniale en matière de distribution électrique. Je vais te donner juste deux chiffres, mais qui sont assez emblématiques. En 2018, on avait ce qu'on appelle le critère B, c'est un taux de coupure en minutes par client, qui était de 78 minutes. Aujourd'hui, on a 44. Et donc tout ça, c'est le fruit d'investissements importants qui sont spécifiques à la ville de Marseille. On investit plus de 50 millions d'euros par an. Et avoir des infrastructures électriques, c'est pouvoir développer le transport, c'est pouvoir effectivement rénover des quartiers. Et ça, on travaille avec toutes les parties prenantes. Monsieur Borel, vous aussi, vous êtes là depuis très longtemps. C'est-à-dire que je suis déjà vieux. C'est pas ce que j'ai suggéré. Sur les expérimentations, sur votre présence sur le territoire, sur la façon... un peu à l'instar d'autres entreprises, comme vient de l'expliquer Cédric Boissier. Il y a une particularité ici, comment vous l'avez adressé avant, et vous attendez quoi du plan ? Le plan Marseille en grand me paraît indispensable, et pour qu'il réussisse, je pense qu'il y a besoin de deux éléments majeurs. Le premier, c'est l'alignement. Il faut qu'on ait vraiment la capacité de générer un objectif commun partagé à l'ensemble des acteurs du territoire. Et le second, évidemment, c'est la partie financière. Le préfet Carrier en a parlé. En termes d'alignement, il me semble qu'au regard de la spécificité de ce territoire, qui est une zone extrêmement dense, une zone urbaine extrêmement dense en zone littorale, on a cet enjeu majeur de la transition environnementale qui nous touche évidemment ici encore plus qu'ailleurs, puisque le réchauffement climatique aura des conséquences ici encore plus importantes qu'ailleurs. Tout à l'heure, certains parlaient du redessin du trait de côte. On a tous subi le stress hydrique de cet été, et on sait qu'on a un territoire sur lequel l'énergie est à grande majorité importée, et donc il y a un besoin de regarder ça aussi. Donc cet axe majeur qui doit être, à mon sens, la transition environnementale comme ligne directrice du plan Marseille en grand, c'était une question que je voulais poser au préfet Carrier, je lui ai déjà posé. Il parlait des 5 milliards, et je me dis, où est le milliard pour l'environnement? Il y a celui pour l'habitat, il y a celui pour le transport, pour les mobilités, il y a celui pour les écoles marseillaises, évidemment, mais cette transition environnementale va nécessiter des investissements très importants. Il va falloir accompagner les collectivités et les entreprises qui, tout ensemble, devront mettre en place des solutions pour décarboner le territoire. Il ne s'agit pas d'arrêter de créer de l'emploi, il s'agit de créer de l'emploi vert dans l'économie de la transition, de la décarbonation, dans la production d'énergie renouvelable, dans la préservation des ressources. Vous me demandiez quels sont les types d'innovations qu'on conduit ici. Et typiquement, on a construit à l'extrême sud de la ville la plus grande unité de méthanisation des bouts de stations d'épuration de France. Donc on transforme en énergie verte, en biométhane, les eaux usées des habitants. À l'opposé, à l'extrême nord de la ville, on le voit d'ici, on a le centre de tri des collectes sélectives qui traite les emballages ménagers d'1 600 000 habitants de la métropole. Donc on retransforme des déchets en nouvelles ressources. Donc ça, ce sont des types
d'innovation qu'on conduit sur le territoire. Mais après, très en lien avec ce que disait le président Didier Réau tout à l'heure, on est là pour préserver la biodiversité, parce que dans toutes nos actions ici, spécifiquement ici, on a un impact. Quand on gère une station d'épuration à Lyon, on sait très bien que si quelqu'un va pêcher dans le Rhône, c'est assez rare qu'il mange le poisson qu'il a pêché. En général, il le rejette. Ici, la particularité, c'est que quand on va pêcher, on mange le poisson. Et donc, on a tout ce travail d'innovation pour faire en sorte que l'ensemble des impacts de la métropole et de ses habitants soient complètement maîtrisés dans leur lien avec la nature. Et donc, on travaille avec le parc des Calanques sur la réimplantation de la cystosère, qui est une des algues du territoire. On est la première métropole à l'avoir fait, sur les avaloirs connectés. Donc, on a déjà 4000 avaloirs connectés. C'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact des eaux de ruissellement sur la mer. On a construit il y a 2 ans le bassin Gannet, qui nous a permis déjà aujourd'hui d'éviter le déversement de 5 millions de mètres cubes d'eau sale dans la mer. Donc voilà, ce type d'innovation complètement adapté au territoire et sur lequel demain il va falloir encore avancer pour produire encore plus d'énergie verte et protéger encore plus les ressources naturelles de ce territoire. On peut demander à monsieur le préfet qui vous réponde. Il est où le milliard pour l'environnement? Alors, j'ai envie de dire, il est partout. Il est partout parce que, d'abord, il n'y a pas, effectivement, à proprement parler, un volet transition écologique comme il y a un volet transport, logement, école, etc. Par contre, il y a le volet Odysseo, j'y reviendrai si vous le souhaitez, où c'est un vrai projet, un grand projet. Je veux dire, on est sur des budgets d'une centaine de millions d'euros. C'est un grand équipement qui va viser à montrer ce que... Allez-y, c'en est où, Odysseo? Oui, on est en train de terminer l'étude de programmation, donc qui a pris 1 an. Et donc, on attend les arbitrages sur le site et sur le budget. Donc, l'objectif est de livrer l'équipement en 2026. Voilà. Et ça sera une vraie vitrine de la transition écologique qui montrera les usages du futur et les changements de la vie quotidienne que nous allons avoir à la vie quotidienne, emploi. Enfin, voilà, un vrai laboratoire de la transition écologique. Donc, mais pour l'instant, je ne veux pas trop dévoiler parce que voilà, on sait que c'est en bonne marche. C'est en bonne marche. On tient les délais et on est toujours l'objectif de livraison pour 2026. Ça, c'est toujours le timing qui est prévu et c'est le timing qui avait été annoncé par le président. On devrait lancer les études architecturales dans le courant de l'année 2023. Par contre, il y a un volet vert important avec le volet transport, puisqu'il y a 1 milliard sur les transports, on l'a dit, mais j'ai envie de le dire d'une manière plus générale, le volet bâtimentaire va vraiment nous aider à faire de la transition écologique, puisque on travaille avec tous les différents maîtres d'ouvrage que sont la métropole pour la rénovation urbaine, la ville pour les écoles, la société publique locale du centre-ville pour la réhabilitation. On travaille sur des cahiers des charges verts, en fait, sur les bâtiments et sur les constructions. Donc ça, c'est le travail qu'on fait avec les maîtres d'ouvrage, donc qui réalisent les travaux. Donc il faut utiliser, parce que lorsqu'on crée un bâtiment, on a un effet local. Lorsqu'on crée 174 écoles, lorsqu'on rénove 10 grandes cités, lorsqu'on crée 50 équipements publics, il y a un effet masse qui fait qu'on transforme la ville et on a un effet. Si on se fixe des objectifs en matière de construction, en matière de transition, qui intègrent les objectifs de transition écologique, ça va peser et ça va jouer. Les transports vont permettre de considérablement réduire la desserte des quartiers nord, notamment, et l'amélioration des lignes de tramway et des lignes de métro va permettre considérablement d'améliorer et de réduire la circulation automobile. Je rappelle qu'un Marseillais passe 2 fois plus de temps dans les embouteillages qu'un Lillois ou qu'un Lyonnais, il faut le savoir. Donc, renforcer les transports publics, ça va conduire, et on en est convaincu, à réduire cette circulation automobile. Mais je pense que derrière, il faut travailler sur la qualité des bâtiments, sur la construction, c'est là où on a un vrai levier. Et c'est la même chose, je l'avais dit, on n'a pas parlé, mais incidemment, je le cite, c'est la même chose en termes d'emploi. Parce que l'État injecte 5 milliards d'euros, ça veut dire qu'on a globalement un carnet de commandes d'une dizaine de milliards d'euros, entre 10 et 15 milliards d'euros. Donc ça veut dire que ça va générer des emplois. Et il faut faire en sorte qu'on ait une dynamique vertueuse. Pour ça, alors les fonds d'entrepreneuriat, exactement, tout à fait. Alors ça, c'est effectivement un outil qui marche bien. On en est à 1 millier de jeunes reçus et on doit en recevoir 1000 avec un objectif de 40% de création d'entreprise à la sortie. Donc ça marche bien, ça a ouvert cet été, ça monte en puissance. On devra avoir une inauguration par un ministre dans les prochains jours. Donc voilà, ça marche bien. Et donc, je l'avais dit, on travaille sur ces cahiers des charges maintenant, à la fois vert et à la fois transition écologique, à la fois emploi. Et en début d'année prochaine, nous ferons
je prends l'initiative de faire une rencontre avec les acteurs du monde économique pour présenter la méthode et voir comment on peut tous travailler ensemble là-dessus. J'insiste aussi sur le fait que l'État est maître d'ouvrage et donc nous serons particulièrement exemplaires sur la construction du nouvel hôtel de police. Donc voilà, c'est pas tout de donner des directives, il faut aussi se les appliquer à soi-même et les mettre en œuvre soi-même. On venait de lancer le sujet, quand on parle construction. Lionel Séropian. Oui, Moi, je suis ravi d'être là et de vous entendre parce que le vocable Grand Marseille ou Marseille en grand, il est forcément très intéressant pour les professions qui fabriquent la ville. Mais la transition énergétique, écologique était déjà prise en main par le monde par le monde de Nexity ou par le monde de l'acte de construire plutôt. Je vais parler de celui de l'acte de construire, mais aussi je peux mieux parler de celui de Nexity, qui est à Marseille depuis plus de 25 ans. Non, mais on sait que vous êtes tous là depuis très longtemps. C'est pas la peine à chaque fois de faire le concours de je suis là depuis longtemps. Moi, je suis le plus récent dans le. Oui, vous, ça fait un an que vous êtes là. Donc en fait, pas de prélude ou de préséance. En fait, il y a urgence pour construire cette ville parce que elle est attractive. Les gens ont envie d'y venir. Mais c'est un vrai sujet quand même. C'est un vrai sujet, puisqu'aujourd'hui on est en retard. Il y a un manque de logement pour toutes les couches de la population, que ce soit les plus précaires ou les plus riches. En fait, le sujet, la construction est du temps long, les procédures sont longues. Mais l'urgence, elle est quotidienne. Donc il y a toujours la schizophrénie, et en la matière, il y en a très souvent. La schizophrénie de conserver les espaces naturels et celle de construire. Donc la densité, et ces mots-là qui sont souvent des gros mots. Et je pense qu'il y a un vrai sujet sur la culture. Sur ce mot de densité, parce que la densité, elle revêt plusieurs formes. Elle revêt de la hauteur, elle revêt énormément de choses. Et je crois qu'on a besoin, avec les collectivités et les partenaires sociaux, puisque vous le citiez tout à l'heure, c'est un triptyque, les entreprises privées, le tissu associatif et les organisations, les technostructures et les élus. Je pense que construire une ville durable aujourd'hui, dans l'urgence, je ne vous cite pas les chiffres, parce que d'autres le font pour moi dans les fédérations, que ce soit dans le logement social ou dans le logement. Oui, on sait qu'on est en retard. Oui, on est très en retard. Et il y a urgence, et c'est un vrai sujet de société. Ce n'est pas un sujet qui est lié à l'activité du bâtiment, quoique, bien évidemment, c'est de l'emploi, c'est de la dynamique, mais c'est un vrai sujet de société que d'être logé dans des conditions décentes. Alors, la gradation de logement, que ce soit du logement aidé, du logement intermédiaire ou du logement, je dis de luxe, mais on m'aura compris, lorsque je parle de construire le long du littoral, forcément, ça a une connotation, parce que la mer attire aussi les gens qui veulent acheter un logement de luxe. Il y a urgence à fabriquer, et vite. Et je crois que les entreprises privées sont très attentistes sur le sujet du Grand Marseille, de dire comment nous intervenons et quand, pour mettre au service de ce territoire que nous aimons tant, nos compétences, nos savoir-faire qui ont été, je l'ai dit quand même parce que ça fait longtemps qu'on est là effectivement, mais ça fait longtemps qu'on mûrit ces réflexions-là sur la construction bas carbone, sur la RSE, sur la co-conception des bâtiments avec les administrés ou avec les voisins pour qu'un projet soit accepté ou puisse être accepté. Donc tous ces sujets-là sont au cœur et on a le pied sur l'accélérateur pour faire. Donc on est là. Alors pour faire, il faut de l'ingénierie et du financement, c'est le rôle de la Banque des territoires. Monsieur le Préfet l'a évoqué rapidement tout à l'heure, il y a les industries créatives qui sont notamment un levier sur lequel vous êtes très présent. Est-ce que c'est quelque chose alors, qui était à Marseille depuis longtemps, qui est un petit peu, j'allais dire parti, alors pas en décrépitude, mais qui s'est un petit peu délité. Aujourd'hui, c'est redevient un levier et le plan est là pour ça. Comment est-ce que vous pouvez accompagner ce type de projet ? Là où on ne vous attend pas forcément. Oui, c'est vrai. C'est pas un sujet qu'on attend forcément de la Caisse des dépôts. Peut-être juste dire, moi, ça fait 2 ans que je suis là. Vous n'êtes pas tout seul, monsieur le Préfet. Et j'avoue que pour moi, Marseille à Grand, c'est d'abord un catalyseur d'énergie. On le sent. Il y avait des choses qui se faisaient avant, mais on sent qu'il y a une accélération grâce à Marseille. Alors, les industries créatives, est-ce que du coup, ça va vraiment aller plus vite ? Donc je vais répondre. Avant ça, je voulais quand même repréciser que notre vocation, vous le disiez, c'est l'ingénierie financière. Nous, notre vocation, c'est d'apporter des solutions innovantes aux côtés des acteurs locaux et soutenir les politiques publiques. Donc nous, on ne fait pas, on accompagne. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est qu'on fait pour le compte de tiers, pour le compte de l'État, notamment un certain nombre de choses au titre de France 2030. Donc là, vous parlez des industries culturelles et créatives. Typiquement, c'est un sujet qu'on accompagne
au titre d'un mandat qui nous est confié par l'État. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un appel à projet qui s'appelle la Grande Fabrique de l'Image, qui visait 3 régions en particulier, dont la région Sud, qui est un grand succès. Je ne peux pas en dire plus parce que l'instruction commence et elle va avoir lieu dans les prochains mois. Un grand succès sur la région Sud et Marseille en particulier, avec beaucoup de projets qui sont proposés pour créer des studios de tournage, créer des studios de production numérique, créer des lieux de formation aussi. Et donc, on peut se satisfaire de ce dynamisme qui éclot au niveau de Marseille. Ouais. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux... Alors, parce que pour le coup, c'est un projet qui avance vraiment très très bien. Je vous tenais à le signaler parce que, alors là, il y a une vraie dynamique et des collectivités locales. Il y a eu, enfin, moi, j'ai tenu plusieurs réunions avec. Alors pour ça, vous parliez des Chicaya, mais là, pour le coup, zéro Chicaya sur ce dossier où il y a eu une vraie dynamique. La région, le département, la métropole, la ville de Marseille se sont vraiment, avec l'État, se sont vraiment mobilisés. On a préparé un protocole d'accord qu'on va signer dans les prochains jours avec la ministre de la Culture, qui en fait identifie des budgets, des sites pour des équipements très précis. Vous parliez à l'instant des studios, je vais en dire un mot, mais désormais, la base logistique pour stocker le matériel de tournage qui est prévu dans le plan, on sait où elle va être. Elle va être dans des locaux qui sont Capitaine Jazz et on commence avec la métropole à les travailler. On travaille également sur la cinémathèque et sur la cinéfabrique qui est l'école de formation. C'est une école de formation de haut niveau du technicien du cinéma. Donc ça, vous le savez, c'est sorti dans la presse et dans le protocole. On va travailler sur un projet sur le site des Docks du Sud. Donc c'est vraiment un projet qui est très fortement porté par la région. Je tenais à le signaler, qui prend la main, qui sera maître d'ouvrage de l'opération. Donc ça, c'est important. Et puis en parallèle, donc là, on sait que pareil, à horizon 2026, on a la sortie de ces différentes opérations. Ça démarre déjà puisque la classe préparatoire de la cinéfabrique est déjà accueillie à la Belle de Mai dans les locaux transitoires parce qu'on voulait créer cette dynamique d'apprentissage. Donc le volet cinéma, il marche très bien. Et on attend effectivement les résultats de l'appel à projet pour les studios. Il y a plusieurs candidatures. Moi, effectivement, j'ai pas. C'est suivi par le CNC et par la Banque des Territoires et c'est une décision au niveau national. Mais il y a effectivement plusieurs candidatures sérieuses et donc on aura une implantation de studios dans le cadre du projet Marseille en grand. Donc là, on est un projet qui avance très bien et qui va vraiment conforter ce statut de Marseille, de capitale du national, européenne et internationale du cinéma. Il faut le signaler, il faut l'accompagner. Parce qu'il y a des concurrents à côté. Alors moi qui suis toulousain, je peux vous dire effectivement ma région de cœur qui est l'Occitanie est très active, ouais. très active. Et donc il faut aider Marseille, il faut aider la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à garder son statut de capitale du cinéma. Oui. Non, je confirme. Alors, la vocation de la Caisse, c'est aussi d'accompagner tous les secteurs de la vie quotidienne prévus par Marseille en grand, hein, le transport, les écoles. On a des outils innovants qu'on met au service des collectivités. C'est que vous innovez aussi sur la façon on essaye d'innover. On met en place notamment, je pense, aux écoles, des dispositifs d'intracting, des avances remboursables qui permettent de réaliser des travaux, permettent des économies d'énergie qui permettent de refaire des travaux derrière. Donc notre vocation, c'est plutôt de faire un peu d'ingénierie financière, trouver de nouveaux outils qui servent aux collectivités, qui s'en emparent ou pas. Donc ici, moi, je considère qu'ils s'en emparent plutôt. Voire, moi, c'est comme ça que je le voyais un petit peu, faire Marseille un grand, une sorte de laboratoire pour notre propre offre, pour essayer de l'adapter et de la faire évoluer. Voilà. Donc on travaille un petit peu en ce sens avec notre direction régionale pour trouver une nouvelle solution pour les collectivités locales et les entreprises. Alors on va essayer de prendre un petit peu un regard en hauteur, puisque parmi 3 d'entre vous, vous n'êtes pas présents uniquement que sur la région, mais peut-être Cédric Boissier, vous avez, comme vous l'avez expliqué, vous avez innové déjà depuis quelques années ici. Comment est-ce que c'est vu de Paris ? À la fois, du coup, le territoire avant et puis maintenant avec le plan. Alors, Marseille en grand, c'est super utile dans ce cadre-là, pour pouvoir discuter avec nos instances à Paris. 2 choses. Enfin, déjà, le monde de demain sera profondément électrique. Aujourd'hui, 25% de l'énergie consommée en France est électrique. En 2040, 2050, ce sera 55%. Donc de nouveaux usages, on a parlé de la mobilité électrique, etc. Pour ça, il faut des moyens. Enedis investit 96 milliards d'ici à 2040, c'est 5,5 milliards par an sur ces sujets-là. Il y a 2 drivers principaux. C'est le raccordement des ENR,
transition énergétique, et c'est la mobilité électrique. Ça pèse très lourd dans ces investissements-là. Et donc, il faut effectivement beaucoup d'argent et il faut être capable d'électrifier, de décarboner tous les usages. Et donc, c'est là où il faut qu'on soit capable, nous, dans notre relation avec le niveau national, de montrer les spécificités de la région. Et c'est le cas. On investit, je l'ai dit, 10% de plus par an depuis 2015. Et on a des plans d'investissement très, très importants sur la région et sur Marseille en particulier. On a même un projet dédié à Marseille pour améliorer la qualité de fourniture. Donc ça, c'est déjà un premier élément très important. Parce que notre boulot, avant toute chose, c'est de mettre en place des infrastructures, je parlais de l'héritage tout à l'heure, qui, dans la durée, vont permettre aux territoires de se développer, aux collectivités de déployer leurs projets, aux industries de se mettre en place. Et donc, à côté de ces volets que j'évoquais, transition énergétique, qui nécessite beaucoup d'argent, il y a aussi sur Marseille une spécificité, c'est qu'il y a plein de projets industriels. On connaît tous les data centers, mais il y en a plein d'autres qui vont nécessiter d'avoir beaucoup d'électricité et des réseaux de qualité pour l'amener et distribuer cette électricité. Et donc, voilà, ça, c'est regardé depuis Paris, et je peux vous assurer que quand on discute avec le COMEX des moyens dont on va avoir besoin, ça, c'est très important. Et il y a un petit deuxième point qui est un peu plus anecdotique, forcément, mais qui est représentatif de ce qu'est Enedis, c'est-à-dire une entreprise à la fois nationale et locale. Sur Marseille, donc nous avons à peu près 500 salariés, en fait, aujourd'hui, on multiplie nos implantations. Et je dois être la seule région de France, la seule métropole de France où on augmente le nombre de nos bases opérationnelles, de notre présence locale. On a un nouveau site à Guédon, on est en train de créer 2 bases opérationnelles, dont une à côté sur la rue Mazagran. Ça, c'est des choses, je pense que le projet Marseille en grand, la perspective des JO aussi, JO 2024, sont tu parlais de catalyseurs tout à l'heure, et qui nous permettent de dialoguer différemment avec le niveau national et d'avoir des moyens. Donc oui, c'est un élément très important pour nous. Vincent Borel, vous êtes également présent en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est historiquement une région très concurrente avec Provence-Alpes-Côte d'Azur. On se bat souvent, on parlait de ranking tout à l'heure et de place dans les classements. Il y a une différence avant et maintenant, c'est vu avec une comparaison avec une autre grande région. Est-ce qu'il y a des atouts qu'on ne verrait pas ? Oui, il y a surtout le Rhône qui nous réunit et à travers ce signal qu'est le Rhône, ce trait d'union qu'est le Rhône, la nécessité de travailler ensemble et les problématiques sont les mêmes. Je disais tout à l'heure qu'on a ici des spécificités dues à cette urbanité très forte en bord de mer. Lyon a d'autres problématiques d'urbanité très dense également, de transport ou de logement. Mais les types de projets qu'on porte sur les 2 métropoles sont exactement identiques. Nous, notre cœur de métier, je disais tout à l'heure, c'est la production d'énergie verte à partir du traitement et de la valorisation des déchets, et c'est la production de matières premières secondaires pour économiser des ressources naturelles. Donc ces types de projets-là, on les porte des 2 côtés, et à chaque fois, on se pose la question, et c'est une des conditions, je pense aussi, de réussite, ça pourrait être un frein à la réussite de Marseille en grand et de sa transition environnementale, c'est l'accès au foncier. Je sais que tout à l'heure, Jean-Luc Chauvin en parlait, mais c'est évidemment un axe majeur, l'accès au foncier, parce que sans foncier, il n'y a pas de projet. Quand on veut porter des projets de décarbonation, des projets de recyclage ou des projets de production d'énergie renouvelable, il faut des terrains pour se poser. Donc là, c'est un vrai sujet. Et donc, chaque fois qu'on a un projet qui se pose, moi, j'ai 3 coups de fil à passer. Le premier, c'est à la métropole pour lui demander, à travers One Provence ou la région, à travers Asile Sud, où est-ce qu'on va pouvoir aller. Le second, c'est à Cédric pour savoir si je pourrais alimenter mon projet en électricité. C'est du vécu, c'est pas si vieux. Et le troisième, c'est Charles, en disant il va falloir un peu nous aider aussi. Donc, vous avez là tout cet écosystème qui existe, qui est très dynamique sur le territoire et sur lequel on doit tout mettre en œuvre pour arriver à porter ces projets. Et quand on parle de comparaison, moi, aujourd'hui, la métropole Aix-Marseille-Provence est le premier client public de Suez dans le monde, donc c'est quand même pas rien. Et donc, par définition, quand il y a une implantation stratégique du groupe à porter, on se pose la question de la poser ici. Et donc, le plus gros projet que porte le groupe aujourd'hui, qui est une usine de recyclage moléculaire des plastiques, on va essayer de le positionner sur la métropole Aix-Marseille-Provence parce qu'on pense que ça fait du sens. On est un territoire qui a vécu dans l'économie linéaire et aujourd'hui qui doit être, je pense, un pilote, et Marseille en grand doit être un élément d'accélérateur pour ce faire, doit être un élément de devenir un des pilotes mondiaux et européens de cette transition environnementale. Donc on serait très content
de pouvoir porter ce projet de recyclage moléculaire des plastiques sur le territoire. C'est des projets évidemment très ambitieux, très larges. On doit mobiliser tout l'écosystème régional, métropolitain, mais aussi un écosystème beaucoup plus large. Le process, il serait canadien, les partenaires seraient des chimistes coréens. Donc on voit qu'on est dans la ville-monde, on est dans le positionnement de la métropole Aix-Marseille comme étant non pas en retard, mais comme étant potentiellement en avance, parce qu'on a toute une page blanche à écrire, et cette page, elle ne pourra s'écrire que collectivement. Et s'il y a un des autres sujets dont je parlais foncier, je parlais évidemment financement, mais aussi toute la thématique de l'acceptabilité sociale. Et rien ne pourra se faire dans cette transition environnementale sans l'accompagnement et la motivation et l'accord des gens pour participer. On choisit pas, on décrète pas qu'on arrête de prendre sa voiture pour prendre le bus. On décrète pas qu'on va implanter une usine quelque part, comme ça a pu être fait à l'époque de Fosse ou case présidentielle, où on décide que ça va être ici comme ça et pas autrement. Ça, c'est terminé. Et la transition environnementale ne pourra se faire que par la participation à la décision et à la mise en œuvre. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir bien ça en tête. Il va falloir apprendre, et c'est un sujet de gouvernance qui est aussi un vrai sujet pour la réussite de Marseille-en-Grand, et on le voit avec les débats actuellement sur la reconstitution de la métropole. Cette question de la gouvernance va être centrale, et la gouvernance, c'est pas que les élus, les entreprises, c'est bien plus large. Et nous, on l'a mis par exemple en œuvre sur le conseil d'administration de notre société dédiée qui traite l'assainissement à Marseille. On a un conseil d'administration qui réunit nous, l'entreprise opérationnelle, mais aussi des élus, mais aussi le conseil de quartier, les CUQ marseillais, mais aussi la fondation Agir contre l'exclusion, parce qu'on ne peut pas travailler sans l'ensemble des partenaires d'un territoire, et je pense que la réussite de l'ensemble des projets ne pourra passer que par cette capacité à mobiliser tout le monde et à travailler ensemble dans un but commun. Ben voilà, ça va? Très bien, bravo. Lionel Séropian, il faut quoi pour réussir Marseille-en-Grand, ou il faut quoi pour ne pas rater Marseille-en-Grand? Je pensais que vous alliez me poser la question de la comparaison avec une autre métropole. Mais avec l'Occitanie? Avec l'Occitanie, mais je vais pas me prêter à l'exercice de la comparaison complètement, mais d'exprimer le fait que toutes les métropoles, et c'est bien le paradoxe, vivent aujourd'hui un ralentissement de leur activité dans le bâtiment, dans l'immobilier et dans la construction d'une manière générale. Donc le paradoxe que nous vivons, c'est celui qui est une désertion des centres-villes pour la périphérie. Et donc c'est tout l'inverse de ce que nous recherchons. Et l'attractivité de notre territoire, Manosque est attractive, Albi est attractive. Et en fait, on vit le contre-exemple de ce que nous sommes censés faire. Cette ville du quart d'heure, pour reprendre quelque chose qui parle à tout le monde, cette ville où les aménités sont à proximité, où on peut ne pas prendre sa voiture, mais prendre le bus, sa trottinette, même si c'est polémique en ce moment. Et en fait, c'est ça le sujet. Alors, comment fait-on pour recentrer, sans mauvais jeu de mots, la construction? Je pense que ça passe effectivement par une confiance et pas par de la défiance, hein, notamment de ces sujets de la construction. La stigmatisation de l'idée de construire. Et effectivement, c'est de la pédagogie auprès des usagers, auprès des administrés, je le disais tout à l'heure, et vous l'aviez très bien synthétisé, et auprès de ceux qui vivent la ville. Ceux qui la vivent, ceux qui y travaillent dans du co-living, du coworking. On a la chance chez Nexity, dans cette métropole, d'avoir 600 collaborateurs qui, au quotidien des quartiers, des agences immobilières, de la gestion d'immeubles, de bureaux, entendent, comprennent, voient comment fonctionne secteur par secteur, chaque arrondissement. Et donc, je crois que cette expertise-là, mettons-la aussi, et dans l'ensemble de la profession, je ne vais pas exclusivement 2 minutes 44. J'ai pas eu beaucoup la parole, donc je la garde un petit peu, Laurence. C'est pas longtemps. J'ai pas fini mes questions en même temps. Donc en fait, voilà, servons-nous des expériences et des énergies de tout le monde pour faire que ce soit aussi grand que ce qu'on imagine. Je vais laisser la parole à votre voisin, parce que lui aussi, il n'a pas beaucoup pris la parole. 2 minutes 26. Ne vous inquiétez pas. Non, mais vous allez pas me faire le décompte à chaque fois. Oui, bonne question. Que faut-il pour ne pas rater Marseille-en-Grand? Alors, à mon avis, c'est saisir et mobiliser toutes les initiatives qui existent déjà, les inciter à se manifester et à les accompagner pour les aider à trouver des modèles économiques. Et ça se manifeste pas toujours suffisamment? évidents. Moi, d'expérience, ça fait 2 ans que je suis là, j'ai vu déjà beaucoup d'initiatives qui me frappent dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Je pense à la plateforme, je pense à l'épopée. Dans le domaine des ENR, je pense à l'agrivoltaïsme avec Ombrea, par exemple, dont on est partenaire. Je pense qu'il y a plein d'initiatives qu'il faut qu'on accompagne et qu'on structure, qu'on aide à structurer, parce que
voilà, quand on est tout seul, les modèles économiques sur les projets innovants, c'est des risques. C'est accepter qu'il y ait des risques et c'est accepter qu'il y ait des paumes aussi, parfois, qu'il y ait des paumes, voilà, parce que quand on prend un risque, on peut aussi accepter de perdre parfois sa mise. C'est ce qu'on fait aussi à la Caisse des dépôts. Le commerce et d'industrie tout à l'heure. Cédric Boissy tout à l'heure a employé le terme héritage. Marseille en grand, c'est un plan prévu sur le long terme, hein, monsieur le préfet. Mais si on doit aller encore un peu plus loin, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Marseille en grand continue de vivre même une fois qu'il sera terminé ? On se projette sur du long terme parce que... C'est sûr que c'est très difficile dans ces derniers temps. Moi, je dirais, déjà, il faut tenir les engagements. C'est-à-dire que voilà, c'est un plan qui va se dérouler. Je crois qu'il faut être réaliste. C'est un plan qui va se dérouler concrètement entre 5 à 10 ans, voire plus, puisque les écoles, on est sur un programme à 5 à 10 ans. Le centre-ville, on sait que ça va durer 10 ans, la rénovation. La rénovation urbaine, c'est pareil, c'est des projets vraiment à long terme. Donc, il faut vraiment tenir à chaque fois les engagements de ce qu'on annonce, et notamment là où on va rentrer dans une phase très concrète où après avoir créé des structures, voté les budgets, etc., monter les équipes, on fait les études. C'est la phase un peu creuse sur lesquelles il faut qu'on communique, qu'on explique avant que les premiers coups de pioche et les grues apparaissent. Donc il faut vraiment tenir, expliquer ce qu'on fait, etc. Et je pense qu'après, effectivement, je dirais ça va la suite de Marseille en grand va dépendre d'abord du fait des résultats qu'on va avoir obtenus. Donc là, très ferme sur l'atteinte de ceci, et puis surtout de la vision. Enfin, je dirais il y a des documents de planification, d'urbanisme qui sont en préparation. C'est la vision politique des acteurs sur ce futur schéma de ce que sera la ville va ensuite nous permettre d'orienter les actions. À ce stade, voilà, je sais qu'il y a des travaux en cours, donc j'aurais du mal à me projeter à mon niveau là-dessus. Nous pourrons en reparler. Mais il faut tenir les engagements, ça c'est très important, parce que si on veut un héritage, il faut d'abord faire ce qu'on dit. Vous avez vu, il y a beaucoup d'innovations là, en tout cas. C'est pour ça que c'est important, je ne veux surtout pas arriver en disant il se passait rien avant, Marseille arrive. C'est pas du tout le cas. Il y a une vraie dynamique, il y a un monde économique et associatif extrêmement riche sur Marseille. Enfin, moi j'ai été frappé, j'avais jamais vu dans d'autres régions ce dynamisme associatif. Les élus vraiment se sont bien arrimés au projet, donc voilà. Donc il faut maintenir cette dynamique. Et communiquer sur ce qu'on fait. Et je vous remercie de m'avoir permis de le faire devant vous aujourd'hui. Moi, si je peux me permettre un dernier mot, je pense que quand on imagine la ville et qu'on la fabrique très en amont, l'urbaniste en parlait tout à l'heure, c'est d'imaginer la réversibilité. Donc l'héritage, c'est savoir comment ces quartiers vont se transformer quand on les construit, quand on imagine des bâtiments, qu'on puisse avoir la capacité de les surélever, d'en faire autre chose dans l'usage. C'est des logements, ça devient des bureaux ou autre chose d'ailleurs. Je pense que l'héritage qu'on doit laisser, au-delà de l'énergie, bien évidemment, c'est aussi cette réversibilité-là et de pouvoir... La planification, c'est bien. On a un peu de retard sur les sujets de planification, sur ce territoire ou sur d'autres. Hein. Mais je crois que d'imaginer ça de cette façon-là, c'est ce qu'on laissera comme meilleur héritage. En tout cas, merci à tous les quatre. On va aborder un sujet maintenant qui est en ligne avec ce que vous venez de dire. On était presque 5. 5, pardon. était même 6. Merci à tous les 5. Non, moi je prends pour du beurre, vous le savez bien. Je vais laisser la parole à Jean-Christophe Tantora et avec Juliette Duquesne, on va évoquer un sujet qui pourrait porter à réflexion. Vivre mieux sans croissance. Point d'interrogation. Merci à tous les 5.